Bonjour tout le monde, on va y aller de l'avant. Bienvenue à cette rencontre Airtuspal, nos conférences mensuelles. On en fait à tous les mois. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Emmanuelle Doucet, qui est une étudiante qui a fait sa maîtrise avec Dr. Pierre Gagnon, qui est directeur de l'équipe, et qui va nous entretenir sur les portes ouvertes sur la pharmacie des patients atteints de cancer avancé. Donc, Emmanuelle, je te laisse la parole. Alors, bonjour tout le monde. Donc, comme François le disait si bien, la présentation d'aujourd'hui s'intitule « Porte ouverte sur la pharmacie des patients atteints de cancer avancé ». Je m'appelle Emmanuelle, je suis infirmière depuis maintenant 15 ans. J'ai toujours travaillé en soins palliatifs depuis le début de ma carrière, particulièrement dans les maisons de soins palliatifs, sauf depuis 6 mois là, où j'ai intégré le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je vous parle en direct de Chicoutimi d'ailleurs. Donc, j'ai eu un remplacement à la fin de ma maîtrise, dans le fond, avec les infirmières Pivot en oncologie, puis maintenant, depuis peu, là, à l'urgence psychiatrique. Donc, j'ai fait ma maîtrise en pharmacie à l'Université Laval sous la direction de Pierre Gagnon. Les résultats que je vais vous présenter ici sont quelques-uns des résultats là, de mon mémoire de maîtrise. Excusez, je vais juste tenter de changer de page. D'accord. Donc, pendant cette présentation, je vais vous faire une mise en contexte un petit peu de mon projet de maîtrise, vous rapporter les points importants de ma revue de littérature là, sur 3 thèmes principaux, puis vous présenter le projet comme tel là, et les résultats, évidemment, et on pourra en discuter. Donc, tout d'abord, je trouvais important de vous situer mon projet de maîtrise dans le cadre d'une étude plus vaste, là, puisque vous êtes sans doute pour la plupart membres du réseau. Vous connaissez aussi probablement l'équipe Hermos. Donc, mon projet de maîtrise à moi, il s'insère dans une étude plus vaste de l'équipe de recherche chez Michel Sarrazin en oncologie psychosociale et en soins palliatifs. Une étude sur la recherche de sens là, en phase avancée de cancer. Donc, une étude qui visait à vérifier l'impact, dans le fond, sur la qualité de vie existentielle et globale d'une intervention dite de type cognitive existentielle. Donc, ça, c'est la grosse étude de l'Hermos qui est financée par la Société canadienne du cancer. Pour ma part, mon projet de maîtrise s'insère dans ce projet plus grand, mais il est avant tout un volet pharmacologique. Donc, moi, vous allez voir un petit peu par la suite, là, c'est une étude qui se veut descriptive, là, premièrement, qui veut vraiment aller vous montrer qu'est-ce qui est consommé par les personnes atteintes de cancer en fin de vie, quels médicaments sont utilisés, notamment les psychotropes et tout ce qui est en lien avec la douleur. Donc, vous allez voir comment je m'y suis pris par la suite. Alors, tout d'abord, les points importants de ma recension des écrits en 3 thèmes. Je trouvais important, premièrement, de situer le cancer dans notre pays. Donc, selon les statistiques de 2017 de la Société canadienne du cancer, on sait maintenant qu'une personne sur 2 va être atteinte de cette maladie-là dans le cours de sa vie. Ça représentait en 2017 206 000 nouveaux diagnostics et 81 000 décès. De façon plus imagée, là, ça veut dire environ 24 nouveaux diagnostics à chaque heure dans notre pays. De plus, le cancer demeure la première cause de décès au Canada avec 30,2 % des décès. Donc, de cette maladie-là, qui est vraiment présente dans notre société, découle beaucoup de détresse. Donc, je suis allée fouiller, deuxièmement, dans ma recension des écrits, le profil psychologique des personnes qui sont atteintes d'un cancer avancé. Premièrement, la notion de détresse émotionnelle en oncologie. On sait dans la littérature que c'est peu évalué, surtout en contexte de soins de fin de vie. Par contre, ce qui est ressorti, là, c'est que les gens qui ont le cancer, on dénote une prévalence de détresse allant de 35 à 45 %. Puis, ça pourrait aller jusqu'à 58 à 79 % quand on parle des soins palliatifs. Évidemment, la détresse émotionnelle en oncologie, c'est tout un continuum. Plus on avance dans le continuum, plus on risque de développer des troubles cliniques, proprement dit. Donc, quand on parle de troubles cliniques, je veux dire vraiment de troubles de santé mentale là, répondant aux critères diagnostiques du DSM, qui est vraiment notre bible là, des diagnostics en santé mentale.
Donc, j'ai aussi fouillé dans la recherche ce qui était ressorti de la prévalence des troubles cliniques les plus importants, ceux qu'on connaît le plus. Donc, on dénote une prévalence moyenne de 19,4 pour les troubles d'adaptation, de 16,3 pour la dépression et de 10,3 pour les troubles anxieux. Ça, c'est avant tout une méta-analyse dans The Lancet Oncology qui regroupait l'étude de 94 études sur le sujet, sur les troubles cliniques en contexte de cancer. Quand on voit toute cette détresse-là, puis les troubles cliniques, ça nous amène à se demander qu'est-ce qui est utilisé comme médication, particulièrement les psychotropes. Donc, c'est le troisième volet de ma recension des écrits. Donc, je suis allée fouiller dans la littérature qu'est-ce qui était utilisé, notamment par rapport aux psychotropes. Donc, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait très peu d'études sur le sujet dans le monde, surtout en contexte de cancer avancé. Par contre, ce qui ressortait, c'est que les patients atteints de cancer consommaient davantage de psychotropes que la clientèle en général. Mais pour ceux qui sont cliniciens parmi vous, on sait que les psychotropes sont prescrits, oui, pour des symptômes neuropsychiatriques, mais en fin de vie, sont aussi souvent prescrits pour des symptômes physiques, là. On n'a qu'à penser à l'aldol, par exemple, qui est prescrit fréquemment pour les nausées de ces personnes-là. Donc, il y avait très peu d'études, comme je disais. C'est pourquoi vous avez là, la première étude en bas, celle de Derogatis, là, qui est très vieille, qui est une étude de 79. J'ai quand même tenu bon de la citer parce que c'est encore une étude qui est rapportée dans les études plus récentes. En fait, c'est la première, c'est une étude américaine, c'est la première qui nous a fait état, là, dans le fond, de ce qui était consommé par rapport aux psychotropes chez la clientèle atteinte de cancer. Donc, voici maintenant mon projet de recherche comme tel. Je vais tout d'abord vous parler de mon objectif principal de recherche, qui était de décrire les prescriptions et l'usage réel de médicaments psychotropes et analgésiques des participants à une étude visant à l'amélioration de la qualité de vie en phase avancée de cancer. Donc, c'est l'étude de l'Hermos dont je vous parlais précédemment. Pourquoi j'ai ajouté les analgésiques? En fait, c'est parce que oui, je m'intéresse à la détresse émotionnelle en phase avancée de cancer, mais on sait que, dans le fond, la douleur physique et la détresse émotionnelle sont vraiment interreliées. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi d'analyser toutes les classes de médicaments aussi qui est en lien avec la douleur. Je vais vous expliquer un petit peu plus ma méthodologie pour que vous puissiez comprendre davantage les résultats que je vais vous exposer par la suite. Donc, dans l'étude, il y avait 137 participants atteints d'un cancer avancé. Puis, ils ont été répartis de façon aléatoire en deux groupes, dont un groupe intervention qui contenait 71 participants et un groupe contrôle qui en contenait 66, dont les patients du groupe contrôle recevaient le soutien standard de l'équipe soignante, l'équipe interdisciplinaire en oncologie de leur établissement. Ça veut dire que si les patients, si on détectait une détresse émotionnelle et qu'ils avaient besoin de rencontrer, par exemple, un psychologue ou un travailleur social, ils avaient tous les soins, ils étaient référés aux bonnes ressources. Par contre, les patients du groupe intervention, qui avaient eux aussi le soutien standard de l'équipe soignante, donc pouvaient aussi rencontrer les autres professionnels de l'équipe, recevaient en plus une intervention cognitive existentielle, donc celle que je vous parlais de l'étude Hermos. C'était une intervention qui se donnait une fois par semaine au téléphone pour une durée de 60 minutes. Puis, c'était offert par un travailleur social qui était spécialement formé pour ce type d'intervention. Pour ceux qui sont un peu moins familiers avec l'intervention cognitive existentielle, je vais m'attarder là-dessus, mais je voulais juste vous expliquer ce type d'intervention-là. Ça conjugue deux modèles d'intervention bien connus en psychologie, dont l'approche cognitivo-comportementale, qui favorise une meilleure compréhension, maîtrise des pensées, des émotions, des comportements, et l'approche existentielle. Dans l'intervention cognitive existentielle, on s'inspire beaucoup de Frankl, dans le fond, de la thérapie qu'on appelle la logothérapie, la thérapie par le sens, qui permet à la personne, dans le fond, de trouver un sens dans l'épreuve qu'il vit. Donc, qui lui permet de développer de l'espoir face à la vie, un sentiment d'accomplissement, puis une certaine sérénité face à la mort. Dans le fond, l'intervention cognitive existentielle, elle permet d'améliorer la qualité de vie globale et existentielle des personnes qui sont atteintes d'un cancer. Puis là, le bien-être spirituel, dans le fond, qui est un facteur de protection contre la détresse psychologique, la dépression, la perte d'espoir, puis le désir de mourir précipitamment. Donc, les gens qui étaient
randomisés dans le groupe intervention recevaient ce type d'intervention. Voici les temps de mesure, dans le fond, de mon étude. Donc, il y avait 5 temps de mesure. Le temps 0, qui était avant la randomisation, dans le fond. Le temps 1, qui était à la moitié de l'intervention. Je vous disais que l'intervention durait 8 semaines. Donc, après 4 rencontres d'1 heure, après 4 semaines, c'était le temps 1. Ensuite, le temps 2, après les 8 semaines d'intervention. Puis, le temps 3 et le temps 4, qui étaient des temps de mesure post-intervention, donc 6 et 12 semaines post-intervention. Donc, pour mon projet de maîtrise, pendant la durée complète de l'étude, soit environ 6 mois, à chacun de ces temps de mesure-là, je recevais, avec un accord, bien sûr, signé du patient, le profil pharmacologique des pharmacies communautaires des participants. Donc, puis ensuite, chacun des participants était appelé à chaque temps de mesure pour confirmer un à un tous les médicaments qui étaient prescrits au profil et pour confirmer si oui ou non ils prenaient ce médicament-là et s'ils étaient capables de dire la dose qui était réellement utilisée. Évidemment, pour certains médicaments prescrits de façon régulière, c'était facile pour les patients de nous dire « oui, je le prends, puis je prends telle dose parce que c'était la même tous les jours ». On va dire, par exemple, les antidépresseurs. Par contre, pour des médicaments qui étaient prescrits là, au PRN, ça s'est avéré un petit peu plus difficile là, pour les participants de pouvoir dire la quantité qui était réellement utilisée là, dans le mois précédent l'appel, puisqu'on avait 5 temps de mesure sur environ 6 mois. Vous allez voir un petit peu ce que ça a donné tantôt. Donc, voici une description de mon échantillon. Donc, sur 137 participants, il y avait 65,5 qui étaient des femmes et 34,5 qui étaient des hommes. Ils étaient entre 24 et 89 ans pour un âge moyen de 65 ans. Près de la moitié d'entre eux détenaient un diplôme universitaire là, de premier, deuxième ou troisième cycle. Les 3 principales catégories de cancers retrouvés étaient cancer du sein, cancer du poumon et des organes génitaux féminins, donc col de l'utérus, utérus, ovaire. Puis, parmi ceux-ci, 77% d'entre eux avaient des métastases. Donc, je trouvais ça important aussi de vous dire que l'homogénéité des groupes a été vérifiée là, concernant justement l'âge, le statut socio-économique, l'occupation et même des troubles psychologiques auto-rapportés. Donc, il n'y avait pas dans un groupe plus que dans l'autre de gens qui rapportaient souffrir de dépression ou d'anxiété, par exemple. Donc, c'était vraiment des groupes qui se ressemblaient en tout point. Alors, voici les résultats de mon objectif 1. Je vous ai fait ressortir un portrait pharmacologique vraiment des participants. C'est sûr que pour le cadre de la présentation aujourd'hui, je m'en suis tenue à des résultats principaux, mais c'est un peu plus élaboré que ça, disons, dans mon mémoire de maîtrise. J'ai fait ressortir les éléments dans 2 catégories. En fait, j'ai analysé d'abord ce qui était prescrit, puis ensuite ce qui était réellement utilisé. Vous allez voir, dans le fond, sur ce graphique-là qui contient peut-être un peu trop d'informations, mais je trouvais ça important de tout mettre ensemble pour, au moins une fois pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc, vous avez dans le bas, en oblique, toutes les classes de médicaments que j'ai étudiées. Puis, pour chacune de ces classes-là, vous avez 3 colonnes. Donc, la colonne en rouge représente le nombre de participants qui avaient cette classe-là de prescrite. La colonne qui est plus en bleu-gris représente le nombre de participants qui disait, quand on l'appelait lors des 5 temps de mesure, faire vraiment usage de cette classe de médicaments. Puis, dans la colonne en mauve, vous avez le nombre d'individus qui étaient capables de préciser la dose qui était réellement utilisée. Donc, de tout ça, on peut ressortir certaines conclusions. Donc, on voit, comme je vous disais tantôt, si on prend la section sur les antidépresseurs, par exemple, que c'était assez facile, bon, le nombre de participants qui en avaient prescrit et le nombre de participants qui disaient en faire usage, c'est presque le même nombre. Puis, le même nombre de personnes aussi étaient capables de nous dire la dose là qui était réellement utilisée puisque c'était la dose prescrite. Par contre, pour toutes les autres classes de médicaments, on voit qu'il y a quand même une très grande variabilité entre, premièrement, le nombre de personnes qui en avaient prescrit, puis le nombre de personnes qui en prenaient réellement, et aussi le nombre de personnes qui pouvaient nous préciser la dose. Si on regarde, par exemple, les neuroleptiques, seulement 22 personnes étaient capables de nous dire ce qui était réellement pris en moyenne par jour comme dose du médicament prescrit, alors que 47 en prenaient et puis que 72 en avaient de prescrit. On reste dans les neuroleptiques. C'est pas étonnant de voir que 72 en ont prescrit,
puisqu'on sait, en contexte de soins palliatifs, souvent les médecins vont prescrire des antinauséeux en prévention. On n'attendra pas que le patient soit nauséeux pour nous appeler en pleine nuit. On va les prescrire d'emblée là, au besoin. Donc, c'est normal que c'est pas tous les patients qui en prennent. On peut aussi faire ressortir de ce graphique-là, dans le fond, les 3 classes de médicaments qui sont les plus prescrites. On voit qu'en premier, c'est les analgésiques non opioïdes. En deuxième, c'est les co-analgésiques. Et en troisième, ce sont les neuroleptiques, qui sont les 3 classes les plus prescrites. Si on regarde les 3 classes qui sont les plus utilisées, en premier, on a les co-analgésiques. En deuxième, on a les analgésiques non opioïdes. Et en troisième, cette fois-ci, on a les benzodiazépines, un médicament qui est fréquemment utilisé pour l'anxiété. Donc, c'est le 3e des médicaments qui est le plus utilisé. Grosso modo, là, je vous laisserai l'analyser peut-être un peu plus par vous-même, mais c'est vraiment un graphique qui nous démontre finalement que le fait qu'on avait des patients qui auto-rapportaient les doses a fait qu'on avait vraiment une puissance statistique moindre. Vous allez voir quand on analysait des doses consommées. C'est davantage pour mon objectif 2 dont je vais vous parler un petit peu plus tard, mais bon, pour ce qui est du descriptif, là, ça changeait pas grand-chose, mais quand on a voulu faire des analyses statistiques pour voir les doses consommées puis l'effet de l'intervention sur les doses, bien, on n'avait pas beaucoup de gens pour lesquels on pouvait avoir une dose réelle. Si je vous montre ici l'évolution de la fréquence des prescriptions de psychotropes à travers le temps, on revoit ici en premier l'étude que je vous parlais tantôt de 1979, qui est la première étude vraiment qui nous a décrit ce qui était utilisé là, en termes de psychotropes chez la clientèle atteinte de cancer. Donc, on avait en 79 51% des gens qui avaient au moins une prescription de psychotropes à leur profil pharmacologique. En 1985, une autre étude américaine nous montrait qu'on avait une augmentation. On était rendu à 82,4% des participants qui avaient au moins une prescription de psychotropes. En 2009, celle-là, c'est une étude qui est espagnole. On avait 90,2% des participants qui avaient au moins une prescription de psychotropes. Puis la dernière, c'est vraiment celle de l'analyse de mon projet à moi. Sur les 137 participants, 73,2% d'entre eux avaient au moins une prescription de psychotropes. Donc, on se situe à peu près un peu plus là autour des résultats de l'étude américaine de 85. Maintenant, j'ai aussi regardé le nombre moyen de médicaments consommés par personne dans chacune des classes. Donc, j'ai regroupé les psychotropes ensemble cette fois-ci sur cette diapo-là. Donc, les participants de l'étude là consommaient environ entre 1 et 8 psychotropes par personne, donc psychotropes différents, pour une moyenne de 2,07 psychotropes par personne. Ils consommaient entre 1 et 5 co-analgésiques par personne pour une moyenne de 1,71 et ils consommaient entre 1 et 3 analgésiques opioïdes et entre 1 et 3 analgésiques non opioïdes pour une moyenne de 1,39 et de 1,35 par personne. Bon, il n'est pas étonnant, justement, là, ceux qui sont cliniciens, là, on peut avoir, par exemple, les opioïdes, un patient qui va avoir des patchs de fentanyl comme analgésique régulier, puis du dilodide, par exemple, en interdose. Donc, ça ferait 2 analgésiques opioïdes différents. Donc, c'est ce qui fait qu'on peut avoir deux molécules différentes là, dans la même classe pour un participant. Je vous ai fait sortir ici, pour ceux que ça intéresserait, puis je l'ai vraiment détaillé plus longuement dans mon mémoire, mais le top 3, disons, des molécules les plus utilisées dans chacune des classes. Donc, pour les opioïdes, on a hydromorphone, morphine et codéine. Pour les analgésiques non opioïdes et les co-analgésiques, on a l'acétaminophène, le prégabalin et la dexaméthasone. Les antidépresseurs, c'est venlafaxine, citalopram et amitriptyline. Les benzos, on a lorazépam, oxazépam et clonazépam. Puis, les 3 neuroleptiques les plus utilisés sont prochlorpérazine, olanzapine et quetiapine. En plus de consommer plusieurs molécules différentes pour chacune des classes, on s'est rendu compte en analysant que plusieurs participants consommaient aussi plusieurs classes en même temps. Donc, dans mon étude, là, il y a près de 41,9% des participants qui consomment 3 classes et plus des classes analysées. Donc, quand on compare avec la littérature, là, en 79, dans l'étude de Derogatis, c'était 32% qui en consommaient 3 et plus. Et dans l'étude de 90, c'était 36% des participants qui consommaient 3 classes et plus. Maintenant, je suis allée calculer les doses utilisées par les participants. Alors, pour 4 des classes analysées, j'étais capable d'avoir un facteur de conversion pour vraiment
capable de vous trouver une dose moyenne équivalente consommée. Donc, pour les opioïdes, là, c'était en équivalent morphine que j'ai transformé les doses de tous les participants. Vous verrez dans la première colonne, là, qu'en parenthèse, c'est le N, dans le fond, c'est le nombre de participants, comme dans le premier graphique, là, qui était capable de me préciser la dose. Donc, c'est vraiment plus faible là, que 137. C'est ce que je vous expliquais tantôt. J'en ai pas tant que ça qui était capable d'avoir une dose fiable, on va dire. Mais quand même, dans ce graphique-là, pour calculer la dose moyenne journalière utilisée, j'ai pris seulement ceux qui en prenaient réellement. Sinon, cliniquement, le résultat, ça signifiait pas grand-chose. Là, si on utilisait dans la moyenne tous les gens qui en prenaient pas du tout, on avait une dose moyenne qui était vraiment pas réaliste finalement. Donc, si on prend les opioïdes, justement, les participants qui en consommaient prenaient entre 0 et 500 mg en équivalent morphine pour une moyenne de 63,7 mg par jour. Pour les antidépresseurs, les participants utilisaient entre 0 et 80 mg par jour en équivalent citalopram pour une moyenne de 11,5 mg. Pour les benzos, ils utilisaient entre 0 et 12 mg par jour d'équivalent lorazépam pour une moyenne de 1,7 mg. Puis pour les neuroleptiques, ils utilisaient entre 0 et 5 mg par jour d'équivalent allopéridol pour une moyenne de 0,7 mg par jour. Évidemment, ça, c'était seulement pour les 4 classes pour lesquelles j'étais capable d'obtenir vraiment un ratio de conversion. Alors, je me suis amusée à chercher dans la littérature comment je pourrais faire pour avoir une autre façon de comparer, si vous voulez, des pommes avec des patates. Là, je voulais vraiment pouvoir comparer les doses de médicaments, même de classes différentes, puis aussi connaître l'ampleur des doses utilisées des médicaments pour lesquels j'avais pas de ratio de conversion. Alors, voici ce que j'ai trouvé. Ça s'appelle le Defined Daily Dose, le DDD. En fait, le DDD, c'est une méthode qui est utilisée, dans le fond, par l'OMS. C'est même un standard international qui est recommandé pour les études sur l'utilisation des médicaments. Le DDD, c'est une dose d'entretien supposée moyenne par jour pour un médicament utilisé chez l'adulte. C'est pas une dose journalière recommandée qui devrait être prescrite, mais c'est comme, si vous voulez, un dénominateur commun, puis on est capable de calculer un ratio avec la dose qu'un patient consomme ou qu'une population consomme. Quand on divise par le DDD là, qui est établi par le consensus d'experts, ça nous donne un ratio, puis on est capable de comparer, dans le fond, ces ratios-là pour 2 médicaments d'une même classe, même pour 2 médicaments de classes différentes. Je vous donne juste un petit exemple pour que ça soit plus clair. Par exemple, le lorazépam, le DDD qui est établi par l'OMS, c'est 2,5 mg. Donc, comme je vous disais, ça ne veut pas dire que c'est la dose qui est recommandée de prescrire, mais c'est le DDD qui est établi, donc c'est le ratio se calcule avec le 2,5. Donc, si on a l'exemple de M. Tremblay qui prend 1 mg de lorazépam de façon régulière à tous les soirs au coucher, on peut dire que M. Tremblay, bon, pour calculer son ratio DDD, on fait 1 divisé par 2,5, donc il prend 0,4 DDD de lorazépam. On est capable, avec M. Tremblay, je pourrais continuer mon exemple, puis calculer le ratio DDD de tous les médicaments qu'il prend et les additionner. Donc, on aurait son ratio DDD complet de tous les médicaments qu'il prend. Donc, je me suis amusée là, à faire l'exercice. Dans le bas de cette diapo-là, vous avez l'adresse là, avec finalement le document qui est révisé chaque année, qui détermine le DDD pour toutes les molécules qui existent, là, je vous dirais pratiquement sur la planète, là, il y a un DDD qui a été établi. C'est vraiment, c'est un index, puis c'est vraiment révisé là, à chaque année par l'OMS. Donc, j'ai fait cet exercice-là pour tous les participants et pour toutes les classes de médicaments. Donc, voici ce que ça donne là, comme ratio DDD moyen consommé. Dans le fond, vous avez en haut tous les psychotropes, puis dans le bas du graphique, vous avez tous les traitements, disons, plus analgésiques. Donc, quand on regarde ces graphiques-là, on est vraiment capable de dire qu'en termes de quantité, de dose, on voit que le traitement analgésique, les doses sont plus grandes que le traitement par les psychotropes. On est capable de dire aussi que parmi tous les psychotropes, c'est les doses d'antidépresseurs qui sont les plus élevées. On est capable de dire que dans le traitement analgésique, alors qu'on aurait pu penser que les personnes atteintes d'un cancer en phase avancée prenaient beaucoup d'opiacés, ce sont les co-analgésiques là, qui sont les plus utilisés. Puis ensuite, les analgésiques non opiacés et on termine par les opiacés. Donc, sur ce graphique-là, dans le fond, la ligne du 1, c'est vraiment
Le 1 représente le DDD fixé par le consensus d'experts de l'OMS. Puis quand on dépasse le 1, c'est que le ratio est plus grand. C'est vraiment à titre comparatif. En conclusion, pour mon objectif 1, dans le fond, j'ai remarqué, même si je le savais, j'ai vraiment pu un petit peu plus, disons, le définir, que la gestion de la douleur et des symptômes émotionnels occupait une place importante dans le profil pharmacologique des patients qui sont atteints d'un cancer avancé. Donc, probablement beaucoup de détresse émotionnelle et beaucoup de douleur. On a aussi pu démontrer que certains participants prenaient plusieurs classes de médicaments et aussi plusieurs médicaments dans chacune des classes. Tout ça simultanément, malgré qu'il y avait des conditions qui affectaient beaucoup la pharmacocinétique des médicaments. On sait que c'est des personnes atteintes d'un cancer en phase avancée, donc qui ont peut-être plusieurs mois, voire plusieurs années de traitement, de chimiothérapie, radiothérapie, ainsi que tous les médicaments qui ont pu être donnés pour contrer les effets secondaires de ces traitements-là, qui peuvent affecter là, grandement leur fonction rénale, leur fonction hépatique. C'est aussi des patients qui ont généralement un âge avancé. On a dit là, dans mon échantillon, là, c'était l'âge moyen 65 ans, mais il y avait beaucoup de personnes âgées. Donc, c'est des personnes qui sont peut-être en état de dénutrition, qui ont peut-être une diminution d'absorption, parfois au niveau gros intestin. Donc, c'est ça. Ça nous a permis de voir que c'est quand même une clientèle qui est vulnérable puis qui prend beaucoup, beaucoup de médicaments. Sans dire ici qu'ils en prennent trop ou pas assez, on a quand même ce constat-là qu'ils en prennent beaucoup et qui sont tout de même vulnérables. Maintenant, je voulais quand même vous donner un petit aperçu de mon objectif 2. Comme je vous disais, dans le fond, j'utilisais l'échantillon de l'étude de Dermos, dans le fond, qui testait l'intervention cognitive existentielle. Donc, moi, je voulais voir vraiment de façon exploratoire, est-ce que cette intervention-là, qui visait l'amélioration de la qualité de vie, pouvait avoir une influence sur l'usage des médicaments psychotropes et des analgésiques. Donc, c'était mon objectif 2. Pour faire ça, dans le fond, dans un premier temps, j'ai vérifié l'effet de temps, sans me soucier là, dans quel groupe était randomisé le patient. Donc, avec le test du rang de Wilcoxon et le test du signe, j'ai comparé les doses de chacune des classes de médicaments pour les participants. Là. La dose à l'entrée à l'étude, c'est-à-dire au temps 0, puis la dose moyenne consommée au temps 1. Puis j'ai fait la même chose de T0 versus temps 2, T0 versus temps 3, puis T0 versus temps 4. Ça, c'est la première étape, donc, pour tester l'effet de temps. Ensuite, j'ai aussi testé l'effet groupe, puis l'interaction des deux. Pour ça, j'ai utilisé un modèle de régression linéaire de type GEE. J'ai testé ça dans l'échantillon complet, ça veut dire avec tous les participants pour chacune des classes de médicaments, mais aussi avec un échantillon de consommateurs uniquement, ça veut dire pour les participants qui prenaient la classe en question, parce que je l'ai fait pour toutes les classes. Donc, cette analyse a été faite avec et sans ajustement de la dose à l'entrée à l'étude, puis avec et sans interaction du groupe et du temps. Donc, les résultats, je passe un petit peu plus vite sur l'objectif 2, là, puisqu'il était exploratoire. Malheureusement, il y a peu de résultats statistiquement significatifs, là, tant pour l'effet de temps, l'effet groupe et l'interaction entre les deux. Comme vous savez, je vous l'expliquais tout à l'heure, la grosse limite finalement de l'étude, c'était que les patients à domicile, dans le fond, auto-rapportaient eux-mêmes les doses, puis c'est ça qui a été pas évident finalement d'avoir des doses fiables pour les médicaments. Donc, j'avais peu de puissance statistique pour mes analyses pour dire que les résultats étaient significatifs. Par contre, d'un point de vue clinique, les résultats sont assez intéressants. Fait non surprenant, là, il y a quand même un effet de temps qui a pu être remarqué cliniquement. Donc, les doses au T3 et au T4 semblent plus élevées que les doses à l'entrée en étude. C'est sûr que plus les patients se rapprochent du T3 et du T4, plus ces participants-là se rapprochent de leur décès. Donc, c'est quand même pas étonnant qu'ils prennent plus de médication. Par contre, sur certains graphiques, j'ai aussi pu remarquer une tendance d'un effet groupe. Disons que pour certains médicaments, on a remarqué des diminutions de doses utilisées pendant la durée de l'intervention. Je vous donne un exemple. Ici, c'est schématisé là, les doses moyennes journalières en milligrammes de benzodiazépine en équivalent lorazépam. Donc, vous avez pour le groupe intervention en rouge versus le groupe contrôle en beige, vous avez la dose qui était utilisée en équivalent lorazépam à l'entrée à l'étude, donc 1,34 mg en moyenne par jour. Puis toute la durée de l'intervention, là, c'est l'intervalle du rectangle rouge, donc du T0 au T2.
Donc, le groupe qui recevait l'intervention est passé de 1,34 mg en moyenne par jour à 0,97 mg par jour à la fin de l'intervention. Donc, c'est quand même intéressant. Par contre, on remarque sur ce graphique-là aussi qu'à la fin de l'intervention, la dose moyenne consommée de benzodiazépine remonte presque au même niveau qu'elle était au temps zéro. Donc, on peut se poser la question, est-ce que, on va dire, on sait que les benzodiazépines sont utilisées pour l'anxiété, donc est-ce que l'intervention était efficace pour diminuer l'anxiété? Est-ce que dès que l'intervention se termine, les patients redeviennent plus anxieux? On peut se poser toutes ces questions-là. Mais quand on compare avec le groupe contrôle, on voit que ceci, la dose a augmenté légèrement là, tout au long, presque tout au long. Il y a une petite diminution entre T3 et T4. J'ai fait le même exercice avec les co-analgésiques. Cette fois-là, je l'ai mis en ratio DDD. Donc, on voit que le groupe intervention qui est encore en rouge, le groupe contrôle en beige. Donc, au début de l'intervention, les deux groupes consommaient 0,76 ratio DDD de co-analgésiques. Pendant toute la durée de l'intervention, les ratios DDD de co-analgésiques ont diminué dans le groupe intervention, tandis que dans le groupe contrôle, ça augmentait là, de 0,76 à 0,9, puis à 1,02. Puis on voit qu'au T2, à la fin de l'intervention, les DDD moyens de co-analgésiques, ça s'est remis à augmenter dans le groupe intervention. Puis il y a aussi eu une augmentation drastique là, dans le groupe contrôle entre T2 et T3. Puis finalement, une petite diminution encore qu'on voit entre T3 et T4. Donc, comme je vous disais, il n'y avait rien de statistiquement significatif, mais sur le plan clinique, j'ai plusieurs exemples comme ceux que je viens de vous montrer qui montrent que, en effet, l'intervention semblait quand même avoir un impact sur l'utilisation des médicaments. Donc, conclusion générale de la présentation, perspective future. Dans le fond, mon projet de maîtrise, il a permis de raffiner l'évaluation de l'usage des psychotropes et des analgésiques en contexte de cancer avancé. Ça a permis de décrire vraiment ce phénomène-là chez un échantillon québécois. Ça n'avait jamais été fait auparavant. Et même dans la littérature internationale, c'est quand même assez rare qu'on a décrit l'utilisation des psychotropes. Surtout en termes de doses, on voit un petit peu plus les prescriptions qui sont analysées, mais ce qui est réellement utilisé, on le voyait très peu. Donc là, ça a permis de faire ça, puis même chez un échantillon ici au Québec. Ça amène aussi une réflexion, je crois, sur le phénomène de polymédication en soins palliatifs. Justement, j'assistais au dernier congrès là, de l'Association québécoise des soins palliatifs. Il y avait une conférence sur la déprescription en soins palliatifs. On le fait beaucoup chez la personne âgée au Québec. Là, on est alerte au phénomène de polypharmacie chez cette clientèle-là qui est vulnérable. Mais je crois qu'en contexte de cancer avancé, soins palliatifs, on le fait pas tant que ça. Puis peut-être que ça nous amène à se poser la question, dans le fond, est-ce que tous les médicaments au profil pharmaceutique sont nécessaires ou non? Puis le projet de recherche peut nous amener à faire des constats là, sur ce qui est réellement utilisé chez cette clientèle. Le projet nous amène aussi à réfléchir aux bienfaits potentiels d'interventions non pharmacologiques sur le bien-être émotionnel des patients en oncologie. Comme cette fois-ci, on travaillait sur l'intervention cognitive existentielle, mais ça pourrait nous amener aussi à se questionner sur d'autres interventions non pharmacologiques qui pourraient aider au bien-être émotionnel de ces patients-là. Finalement, je pense que ça ouvre la porte à d'autres projets similaires. Je pense qu'on pourrait faire une étude qui ressemble à celle-là, mais peut-être en maison de soins palliatifs ou en contexte hospitalier, où vraiment on aurait des doses qui seraient signées par les infirmières chaque fois que les patients les prendraient. Donc, on aurait beaucoup plus de puissance statistique là, par la suite pour faire des analyses de doses moyennes utilisées là, pour chacune des classes. Puis, ça ouvre aussi la porte à des projets similaires utilisant d'autres technologies là, pour donner des interventions. Comme je l'ai dit juste une fois au cours de la présentation, mais l'intervention cognitive existentielle était donnée par téléphone. Donc, dans l'objectif d'augmenter l'accès là, à des services comme ça pour la population du Québec, même qui habite en région éloignée. Puis, on sait que les personnes atteintes de cancer avancé, c'est pas toujours évident non plus pour eux de se déplacer pour venir recevoir une intervention. Donc, ça ouvre la porte peut-être à des études comme ça sur des thérapies ou des interventions qui peuvent être données par Internet ou par téléphone avec d'autres technologies. Donc, voilà, ça termine un petit peu ma présentation. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Je remercie évidemment toute l'équipe là, de Pierre, Joanie, François, puis Marie-Annick, puis tous les assistants de recherche aussi là, qui ont participé au projet et
les statisticiens. Merci. Merci, Manuel, pour cette excellente présentation. C'était très intéressant, surtout les DDD. Là, je suis convaincu qu'il y a beaucoup de monde qui n'avait pas vu ça avant. On va prendre les questions, en fait, des sites distants. Si vous avez des questions, ouvrez vos micros puis allez-y. Attention, on va y aller avec ici, là, à l'Hôtel Dieu, s'il y a des questions. Ouais, je vais aller la relayer, mais c'est une question. Pierre, là. Alors,